Alors, figure-toi que Bordeaux Métropole vient tout juste de virer le géant industriel Suez, et ça après plus de 30 ans de contrat. Tout ça pour reprendre le contrôle total de son eau. Ouais, c'est vraiment un séisme dans le monde de la gestion publique, ce truc. Et le plus fou, en fait, c'est qu'ils sont loin d'être les seuls. On assiste en ce moment même à un basculement massif. C'est clair. Parce que pendant des décennies, le modèle dominant, c'était l'externalisation, quoi. On confiait tranquillement les clés à grandes entreprises privées. Et là, on fait machine arrière toute, mais pour des raisons qui dépassent très largement la simple idéologie politique. Ah complètement. Et c'est exactement le sujet de notre décryptage d'aujourd'hui. On va faire une plongée au cœur de nos sources et plus particulièrement d'une série de documents vraiment passionnants. Ouais, des documents qui sont basés sur la retranscription d'une conférence majeure qui a eu lieu en 2021. C'est ça, une conférence qui s'intitulait Gestion publique de l'eau, c'est possible. Et ça réunit du beau monde. Des décideurs de Bordeaux, de la ville de Genève en Suisse, de Besançon, mais aussi des représentants de petits syndicats des eaux qui gèrent des territoires hyper ruraux. Et ce qui est fascinant ici, quand on épluche un peu ces textes, c'est de voir comment des territoires qui sont géographiquement et même démographiquement complètement aux antipodes les uns des autres, Ouais. ils arrivent tous à une conclusion identique, à savoir que l'eau, on peut plus du tout la gérer comme une simple marchandise. C'est devenu vital, quoi. L'objectif de notre exploration aujourd'hui, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de comprendre cette révolution silencieuse. Parce que, on est d'accord, l'eau, elle coule de nos robinets avec une telle évidence. Tellement d'évidence qu'on en oublie tout le reste, ouais. Exactement. On en oublie l'ingénierie colossale qu'il y a derrière, les batailles politiques en coulisses et surtout l'urgence climatique qui en fait force la main de tous ces décideurs. Bon, alors, pour bien décortiquer tout ça, il faut d'abord comprendre l'électrochoc qui déclenche ce changement de cap. Le fameux point de bascule. Voilà. Et le cas de la région bordelaise dont tu parlais au début, c'est vraiment un cas d'école. On peut se demander pourquoi une métropole décide soudainement de rompre avec 30 ans d'histoire avec le secteur privé. Surtout avec un géant comme Suez. Les documents mettent en lumière des chiffres qui donnent carrément le vertige. Ah oui, j'ai vu ça. La Gironde, c'est 1,6 million d'habitants et la moitié vit directement dans la métropole de Bordeaux. Et le truc, c'est que le territoire accueille 20 000 nouveaux arrivants chaque année. 20 000. Ouais. Et ces 20 000 personnes supplémentaires tous les ans, il faut bien les abreuver. Le problème, en fait, c'est que cette pression démographique urbaine vient percuter une réalité géologique qui est implacable. C'est-à-dire? Les sources parlent d'une urgence absolue concernant une nappe spécifique, ce qu'on appelle la nappe de l'Oligocène. L'Oligocène, d'accord. C'est une nappe souterraine très profonde qui fournit historiquement une eau d'une qualité exceptionnelle à toute la région. Sauf que aujourd'hui, elle est gravement surexploitée. Ouais, et justement, j'ai noté les chiffres mentionnés dans la conférence et c'est assez effrayant. Ils expliquent qu'on y puise 43 millions de mètres cubes par an, C'est ça. alors que la limite autorisée, le seuil critique pour que la nappe puisse se reconstituer naturellement, c'est 30 millions. Attends, 43 pour une limite de 30, mais c'est un déficit énorme. C'est colossal. Parce qu'il faut bien comprendre comment fonctionne une nappe profonde comme l'Oligocène. C'est pas du tout comme un petit réservoir en surface qui va se remplir à la première grosse pluie de novembre, quoi. Ouais, c'est pas une flaque d'eau. Non, c'est de l'eau qui a mis des siècles et même parfois des millénaires à s'infiltrer et à se purifier à travers les différentes couches géologiques. Donc ça met un temps fou à se recharger. Exactement. Donc quand on tire dessus beaucoup plus vite qu'elle ne se recharge, en fait, on entame un capital fossile. Et une fois que la nappe s'affaisse trop, on risque des phénomènes complètement irréversibles. C'est hyper visuel, hein. C'est un peu comme une personne qui aurait vécu avec un train de vie de ministre en tapant allègrement dans ses économies Ouais, c'est tout à fait ça. et qui, du jour au lendemain, devant le distributeur de billets, réalise que sa carte est bloquée. Paf! L'argent magique a disparu. La métaphore est parfaite. Du coup, face au mur, on arrête de déléguer la gestion de son patrimoine à quelqu'un d'autre et on reprend ses comptes en main soi-même. L'urgence force à reprendre le volant, ouais. Et d'ailleurs, pour pallier ce déficit catastrophique dans l'Oligocène, la solution logistique que la région a dû mettre en place est fascinante. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les documents expliquent qu'ils sont carrément obligés d'aller chercher de l'eau dans une autre zone. Ils ont mis en place 14 champs captants. 14. Ouais, situés dans les Landes du Médoc, donc beaucoup plus au nord, dans un secteur qui est beaucoup plus rural. Donc, si je résume, la métropole bordelaise, pour survivre et avoir de l'eau, dépend entièrement de l'eau qui est pompée dans les campagnes environnantes. Mais exactement. Et ces 14 champs captants vont desservir les 2 tiers du département. Ce qui illustre une chose primordiale qui est abordée dans notre source. L'interdépendance, j'imagine. Voilà. L'interdépendance vitale entre les zones rurales qui détiennent très souvent la ressource naturelle et les métropoles urbaines qui concentrent la majorité des besoins.
On voit bien qu'on peut plus penser l'eau à l'échelle d'une seule ville isolée. Non, c'est impossible. Mais du coup, là, moi, j'ai une question qui me vient et qui a dû faire grincer pas mal de dents à l'époque. Je t'écoute. Si le problème, il est technique, logistique, de pompage et de nappe, pourquoi se séparer de l'entreprise privée? Je veux dire, Suez ou les autres géants de l'eau, ils ont une expertise technique indéniable. C'est vrai. Ils connaissent les tuyaux par cœur, ils savent forer, ils savent pomper mieux que personne. Alors pourquoi la collectivité décide de créer sa propre régie publique, au risque de devoir tout réinventer et de se taper une période de transition super chaotique? C'est une excellente question. Et c'est intéressant parce que les élus dans la conférence sont très clairs là-dessus. Ils ne remettent absolument pas en cause la compétence technique des ingénieurs du privé. Pas du tout. Ah, donc c'est pas un problème de compétence. Non, le problème, c'est la gouvernance. Ok, explique-moi ça. En fait, le modèle même de l'entreprise privée, par définition, c'est de rémunérer un capital, de dégager des marges, de faire du profit. C'est normal. Historiquement, un délégataire privé gagne souvent de l'argent sur le volume d'eau qu'il vend. Plus il vend d'eau, plus il gagne. Logique commerciale de base. Sauf que l'urgence climatique actuelle demande exactement l'inverse. Aujourd'hui, il faut vendre moins d'eau. Il faut réduire la consommation de façon drastique. Ah ouais, c'est complètement contre-intuitif pour une entreprise classique de devoir dire à ses clients « S'il vous plaît, n'achetez plus mon produit, fermez le robinet ». C'est même impossible dans une logique pure de marché. Et c'est pour ça que Bordeaux a créé un EPIC. Un épique. Un établissement public à caractère industriel et commercial. La mécanique change totalement de l'intérieur. Dans le conseil d'administration de ce nouvel organisme public, on ne trouve pas seulement des élus politiques. Il y a qui d'autre? On y intègre aussi des associations environnementales, des représentants des usagers, donc des citoyens, et même des salariés de la régie. Ah, c'est beaucoup plus démocratique du coup. Voilà, la décision devient éthique et sociale. L'objectif unique de la structure, ça devient la préservation de la ressource sur le temps long, et non plus du tout la rentabilité à court terme. D'accord, donc l'eau échappe à la logique de profit, la gouvernance est modifiée, c'est super. Mais ça reste sur le papier, quoi. C'est des trucs qui se décident dans les grands bureaux de la métropole. C'est vrai, c'est institutionnel. La vraie question, c'est comment on fait pour que la population, au quotidien, dans sa salle de bain, réalise que l'eau du robinet est un bien super précieux. Parce que franchement, juste changer le logo en haut de la facture à la fin du mois, ça va pas empêcher quelqu'un de laisser couler l'eau pendant qu'il se brosse les dents. Non, clairement pas. Et c'est là qu'en continuant notre lecture des sources, on tombe sur des stratégies qui sont mais complètement dingues, surtout en Suisse et dans l'Est de la France. Là, on passe carrément de l'ingénierie pure à une véritable bataille culturelle. Oui, là, on entre carrément dans la psychologie de mince. Et l'exemple de la ville de Genève, rapporté dans les documents, est probablement le plus impressionnant de toute la retranscription. Vas-y, raconte. Alors, à Genève, tu as les SIG, l'entreprise publique locale. C'est un vrai poids lourd. Ils sont 100% publics, ils font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires et ils fournissent une électricité garantie zéro énergie fossile. Ah ouais, la grosse machine. Mais leur vrai coup de maître, il s'est joué sur le plan légal et politique. Ils ont réussi à faire inscrire la gestion de l'eau directement dans la constitution même du canton de Genève, comme un monopole d'État strict. Carrément, dans la Constitution? Et ce qui m'a vraiment frappé en lisant ce passage, c'est que la source précise bien que ça ne vient pas d'un bord politique spécifique. C'est pas juste un truc de gauche. Ah non, pas du tout. C'est totalement sanctuarisé. On rapporte juste les faits des documents, mais c'est fascinant de voir un tel accord. C'est très rare. Mais une fois que tu as cette sanctuarisation légale, le vrai défi d'après, c'est l'adhésion du public. Et là, les Suisses ont eu une idée brillante. Le fameux marketing. Ouais, ils ont fait du marketing de très haut vol. Ils ont carrément créé une vraie marque qu'ils ont baptisée Eau de Genève. Et ils n'ont pas juste fait une petite campagne d'affichage triste dans le métro en disant « l'eau c'est bien, ne la gaspillez pas ». Non, ils ont sorti l'artillerie lourde. Ils ont engagé des artistes ultra célèbres, comme Zepp, tu sais, le créateur de la BD Titeuf. Mais oui. Ils l'ont engagé pour dessiner des carafes en verre hyper design pour le grand public. Franchement, j'adore l'idée. Les gens achètent ces carafes et la source précise en plus qu'une partie des bénéfices de ces ventes est ensuite reversée pour financer des projets humanitaires d'accès à l'eau. Ouais, dans des pays comme le Kenya ou le Népal. Et le résultat de toute cette opération, il est bluffant. Aujourd'hui, on apprend que 93% des Genevois consomment l'eau du robinet. 93%, c'est énorme. Et le pire, enfin, le mieux plutôt, c'est que c'est pas qu'en Suisse, hein. En France, Besançon a fait exactement la même chose avec sa propre marque, la Byzantine. Ah oui, la Byzantine. Ils sont même allés jusqu'à créer une version pétillante de l'eau du robinet public pour concurrencer directement les eaux de table industrielles au restaurant. L'objectif de Besançon
Et de Genève, il est exactement le même au final, c'est de redonner ces lettres de noblesse à l'eau publique et de lutter contre une forme de mépris ou de simple indifférence des consommateurs. Et leur argumentaire est implacable. Ah bah, il rappelle en boucle des faits têtus, notamment sur le prix. L'eau du robinet coûte entre 300 et 500 fois moins cher que l'eau en bouteille. 500 fois moins cher, oui. Et sur le plan environnemental, la source le dit bien, il n'y a même pas de match. C'est un massacre. Le bilan carbone de l'eau en bouteille est, selon les chiffres donnés, 1000 fois pire. 1000 fois. À cause de la fabrication du plastique, du suremballage et surtout de la noria de camions sur les routes juste pour la transporter d'un bout à l'autre du pays. C'est un désastre. Complètement. Mais là, attends, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Vas-y. N'y a-t-il pas une énorme ironie là-dedans? Je veux dire, on a des régies publiques qui sont censées défendre le bien commun en dehors du marché capitaliste Ouais. et qui se mettent soudain à utiliser les codes ultra-agressifs du marketing privé, avec des marques, des produits dérivés, du packaging design, tout ça pour imposer un monopole d'État. C'est vrai que ça peut paraître hyper paradoxal quand on y pense, mais la conférence l'explique très bien en fait. C'est pas une coquetterie de leur part, c'est vraiment une riposte de survie sur un véritable champ de bataille. Un champ de bataille contre qui? Contre l'industrie. Un des intervenants suisses évoque d'ailleurs très explicitement la présence de Nestlé, dont le siège mondial n'est vraiment pas loin de Genève, et les débats très francs qu'ils ont pu avoir ensemble. Ah bah oui, Nestlé forcément. Pendant des décennies, ces multinationales de l'agroalimentaire ont dépensé des milliards en publicité pour ancrer dans nos cerveaux une idée simple. L'eau en bouteille est synonyme de pureté, de santé et de jeunesse. L'eau des montagnes, tout ça. Voilà. Et la puissance publique, elle ne peut pas espérer gagner cette guerre culturelle juste en publiant des rapports techniques ennuyeux sur la qualité des nappes phréatiques. C'est sûr. C'est un peu comme coller le logo de Batman sur des épinards pour que les enfants arrêtent de réclamer des bonbons. On est obligé d'utiliser leurs armes pour capter l'attention. C'est exactement l'idée, mais avec une différence philosophique majeure. Laquelle? Quand une régie publique fait ce genre de marketing un peu agressif, c'est pas du tout pour augmenter ses volumes de vente à la fin du trimestre et verser de gros dividendes à des actionnaires. Puisqu'il n'y a pas d'actionnaire. Exactement. C'est uniquement pour inciter le citoyen à changer de comportement, à délaisser le plastique et à adopter une consommation beaucoup plus responsable. Le but de la régie, c'est pas de vendre plus d'eau, c'est d'éviter la destruction de l'environnement qui est liée à l'eau en bouteille. C'est brillant en fait. Donc l'emballage marketing est fascinant, l'adhésion de la population est là, on le voit avec les 93% à Genève. Ouais. Mais tout ça, ça nous amène quand même à la partie la plus ardue du dossier. Les coulisses financières. Ah, le nerf de la guerre. Parce que derrière la jolie petite carafe dessinée par Zepp, il y a des milliers de kilomètres de canalisation souterraine qu'il faut entretenir, il y a des usines de potabilisation, des techniciens d'astreinte la nuit. Et là, nos sources lèvent le voile sur ce qu'ils appellent le grand malentendu du prix. Oui, c'est un point crucial de la conférence. Bah oui, parce que quand on entend qu'on passe en régie publique, le réflexe naturel de n'importe qui, c'est de s'attendre à ce que la facture baisse, non? Vu qu'il n'y a plus de marge commerciale pour l'entreprise privée au milieu. Eh bien, surtout pas. Surtout pas. C'est vraiment l'avertissement le plus solennel qui est fait par les techniciens lors de cet événement. Ils disent un élu qui reprend la gestion de l'eau en main ne doit jamais, au grand jamais, promettre à ses citoyens que la facture va baisser. Ah ouais, hein. Ouais, c'est considéré comme une erreur stratégique fatale. Mais alors attends, quel est l'intérêt pour le citoyen à la fin? Si l'eau publique qui appartient à tout le monde ne coûte pas moins cher sur ma facture de fin d'année, on pourrait vraiment se sentir floué? Je comprends, mais tout se joue sur une nuance sémantique et comptable qui est très précise et qui est martelée par les différents intervenants. C'est quoi la nuance? En fait, on ne paie pas le prix de l'eau en tant que molécule. D'accord. On paie le prix du service de l'eau. L'eau en elle-même, elle est gratuite, elle tombe du ciel. Ce que tu finances avec ta facture, c'est son captage dans les nappes, son traitement en usine, son transport dans les tuyaux et surtout son assainissement après que tu l'aies utilisé. Pour pas rejeter de l'eau sale dans la nature, ok. Et donc, c'est quoi la différence avec le privé sur ce prix-là? La grande différence, c'est la destination de cet argent. Dans une régie publique, on l'a dit, il n'y a pas d'actionnaire. Donc chaque centime facturé retourne intégralement au service de l'eau. En circuit fermé, quoi. Exactement. Les bénéfices générés à la fin de l'année, ils ne s'échappent pas dans des fonds d'investissement. Ils sont réinjectés pour changer les vieilles canalisations qui fuient, pour moderniser l'informatique du réseau, pour acheter de nouveaux camions d'intervention. Et pour payer les salaires des fonctionnaires aussi, j'imagine. On entend souvent que c'est ça qui coûte cher. Alors justement, le président du syndicat des coteaux de l'estuaire, dans la conférence, il casse complètement ce vieux cliché sur le coût supposé exorbitant les fonctionnaires. Qu'est-ce qu'il dit en fait? Il explique que la masse salariale de sa structure publique, en fait, ça représente moins de 20% de leur budget total.
Moins de 20% seulement? Ouais. Les 80% restants, c'est de l'investissement matériel pur. C'est de la tuyauterie, des machines, des usines. Ah, c'est là que ça devient vraiment intéressant. En fait, vouloir baisser le prix de la facture à tout prix, c'est comme refuser de faire la révision annuelle de sa voiture sous prétexte de faire des économies immédiates. C'est ça. Sur le coup, on est très content, le compte en banque se porte bien à la fin du mois, mais on sait très bien comment ça se termine. 5 ans plus tard, le moteur explose sur l'autoroute et on doit payer le triple du prix initial pour remplacer la voiture entière. C'est exactement la même logique. Donc, ne pas facturer le juste prix de l'eau aujourd'hui, c'est condamner tout le réseau de canalisation à l'effondrement demain. Et pour filer ta métaphore de la voiture, la difficulté supplémentaire aujourd'hui, c'est que l'entretien de ce véhicule coûte de plus en plus cher, notamment en raison de toutes les nouvelles normes environnementales. Bah oui, faut traiter plus de pollution. C'est là qu'intervient une loi très importante en France, la loi NOTRe, qui est largement débattue dans les documents. La loi NOTRe, oui. Cette loi, elle a littéralement forcé les petites communes à abandonner la gestion isolée de leur eau. Elles ont dû se regrouper dans d'immenses syndicats intercommunaux. Mais pourquoi les forcer à fusionner comme ça? Parce que les petites communes rurales, elles étaient souvent très attachées à leur petit syndicat local avec le maire qui gère le château d'eau, non? Oui, mais c'était plus tenable financièrement. L'exemple du syndicat Emma dans les Landes l'illustre parfaitement dans le texte. Ah oui, les Landes, avec le tourisme. C'est ça. C'est un territoire qui compte environ 45 000 habitants l'hiver, mais qui explose à plus de 150 000 habitants l'été, avec l'arrivée massive des touristes. C'est un choc démographique énorme. Et pour construire des usines de traitement capables d'encaisser ce choc estival fulgurant sans polluer l'océan à côté, il faut des millions d'euros. Une petite commune isolée de 2000 habitants, elle peut tout simplement pas contracter un emprunt pareil à la banque. C'est impossible. Donc la loi NOTRe les oblige à se marier, en gros. La loi NOTRe, en fusionnant tout le monde, crée une structure avec une base d'abonnés beaucoup plus large. C'est le principe de la mutualisation. Je vois. Du coup, tu as soudain la puissance de frappe financière d'un grand groupe privé, tout en maintenant sur le terrain, via des petites commissions territoriales, des élus de proximité qui connaissent vraiment chaque rue et chaque source de leur village. C'est malin. C'est de l'ingénierie administrative pour pouvoir garantir l'ingénierie technique derrière. Exactement. Mais si l'on prend un peu de hauteur sur tout ce qu'on vient de dire, si le but n'est pas de payer moins cher la facture de l'abonné et que la technologie de traitement de l'eau reste globalement la même, qu'on soit dans les mains du privé ou du public, quel est le véritable bénéfice opérationnel? C'est la grande question. L'avantage décisif, le truc qui fait vraiment la différence avec cette fameuse régie publique, c'est quoi? C'est ici qu'on touche au cœur philosophique de cette révolution. Et pour moi, c'est sans doute le point le plus important soulevé par la conférence. C'est le moment Eureka des documents. Ah, j'écoute. C'est la façon dont on aborde la pollution. Si on imagine une entreprise privée qui gère l'eau, Ouais, son modèle économique de base, c'est d'apporter des solutions industrielles. Donc si une nappe phréatique commence à être gravement polluée par des pesticides, l'entreprise privée va se positionner en aval, tout en bout de chaîne. c'est-à-dire? Elle va dire à la collectivité, écoutez, pas de problème, on va vous construire une nouvelle usine de potabilisation ultra moderne, avec des filtres au charbon actif dernier cri, ça va tout nettoyer. Ok. Et c'est techniquement irréprochable, ça traite l'eau très bien. Mais au passage, l'entreprise gagne évidemment de l'argent sur ce nouveau chantier industriel. Ah bah oui, c'est ce qu'on appelle du curatif en fait. On laisse le problème de pollution arriver jusqu'à nous, bien sagement dans le tuyau, et on le soigne à la sortie. C'est exactement ça. Et donc la régie publique, elle fait quoi de différent face à la même pollution? La régie publique, elle fait l'inverse absolu. Elle n'a absolument aucun intérêt financier à construire une énorme usine de traitement très coûteuse à entretenir. Son réflexe à elle, c'est le préventif. Elle remonte à la source? Voilà. Au lieu d'attendre la pollution au bout du tuyau, la régie publique va sortir de ses bureaux d'ingénieurs et remonter à la source. Concrètement, comment ça se traduit? La régie va aller voir les agriculteurs qui travaillent sur le bassin versant, c'est-à-dire sur les terres tout autour de la source d'eau. Et elle leur dit quoi? Eh bien, elle va parfois carrément racheter les terres pour les protéger définitivement. Ou alors, elle va subventionner massivement ces mêmes agriculteurs pour qu'ils abandonnent les produits chimiques, les pesticides et qu'ils passent au tout bio. C'est fou. Elle va aussi travailler avec les industriels du coin pour réduire leurs rejets toxiques à la base. Ah, je vois la bascule, c'est génial. Au lieu de dépenser des millions pour nettoyer artificiellement de l'eau qui est sale, on dépense cet argent-là pour s'assurer que l'eau ne devienne jamais sale au départ. Voilà. On protège l'écosystème plutôt que de réparer ses blessures artificiellement avec des filtres géants. Exactement. Et ça, une entreprise privée n'a ni le mandat politique, ni la légitimité démocratique pour aller taper à la porte d'un agriculteur et lui dire comment cultiver son champ. C'est clair. C'est une vraie démarche d'aménagement global du territoire.
Et ça nécessite le poids et l'autorité de la puissance publique. Et à long terme, face au changement climatique, c'est tout simplement la seule stratégie viable. En tout cas, c'est fascinant de voir à quel point, juste en tirant le fil de l'eau, on dénoue autant de pelotes politiques, économiques et sociales. Ouais, ça touche à tout. Si on résume un peu, on a commencé avec cet électrochoc bordelais, où des nappes millénaires asséchées forcent les décideurs à rompre des contrats de 30 ans. C'est ça. Ensuite, on a vu l'audace en Suisse et à Besançon, qui prouve que le service public, ça peut être créatif, séduisant, et même remporter des batailles culturelles contre des mastodontes de l'eau en bouteille. Et avec du design en plus. Et on termine sur cette réalité brute, très ingénierie gérée. Gérer l'eau, c'est en fait une question d'anticipation et de prévention des pollutions à la source, bien plus qu'une question de facturation ou d'usine de filtration en bout de chaîne. C'est tout l'enjeu des décennies à venir. Et ça change complètement la façon dont on doit regarder nos infrastructures du quotidien. Complètement. En fait, ouvrir son robinet, ça devient un acte presque civique. Derrière cette petite eau limpide qui coule, il n'y a pas qu'une simple entreprise qui te fournit un service technique. Il y a des lois complexes, comme la loi NOTRe. Il y a des agriculteurs qui changent leurs pratiques, des territoires ruraux et urbains qui apprennent à se solidariser. C'est vraiment la ligne de front d'une lutte acharnée pour préserver l'habitabilité même de nos régions. Absolument. Et de voir un bien commun être repris en main par le public avec un tel succès et un tel consensus politique, quand on voit Genève où ça va de l'extrême gauche à l'extrême droite, Ouais. moi ça me laisse imaginer une question hyper vertigineuse pour la suite. Laquelle? Face aux crises climatiques et économiques qui s'enchaînent en ce moment, on peut se demander est-ce que l'eau n'est finalement que le premier domino? Ah, tu veux dire que d'autres secteurs pourraient suivre également? C'est ça. Quels autres grands services qu'on considère aujourd'hui comme des marchés ultra lucratifs et normaux, je pense à l'accès universel à Internet, à l'énergie électrique ou même au logement de base, pourraient demain subir exactement le même sort? C'est une vraie question. Pourrait-on d'ici quelques décennies voir tous ces secteurs massivement retirés du marché privé pour être gérés à 100% par des régies publiques sanctuarisées comme à Genève? C'est vraiment une réflexion passionnante à garder dans un coin de sa tête la prochaine fois qu'on se versera tout simplement un petit verre d'eau.